Est-ce qu'il y a un micro? Oui, bonjour. Michel Brugière, je m'occupe de l'association Primo Levi, qui est en fait une association qui prend en charge les demandeurs d'asile, les réfugiés politiques victimes de torture et de violences politiques. On n'intervient pas qu'en France, on intervient aussi à l'international et on a été soutenir, former des associations dans le Kivu, en Tchétchénie et plus récemment en Syrie. Donc on connaît bien, si vous voulez, les conséquences de ces violences. On les connaît bien à titre individuel, sur le plan psychologique, psychanalytique, médical, social, psychologique. Mais ce que je ne connais pas, et peut-être que vous allez me donner la réponse, c'est qu'est-ce que ces personnes deviennent dans la période du post-conflit, quelle est leur place effectivement dans la société, comment effectivement elles arrivent à retrouver, oui c'est ça, une place sociale, surtout si elles n'ont pas bénéficié des soutiens comme ceux qu'on peut leur apporter. Merci. Qui peut répondre au docteur Brugière? Je peux essayer. Allez-y. Alors, votre question me fait penser à un cas qu'on a connu très directement et se trouve justement dans ce bouquin des photos 11 femmes qui a été fait par le CICR. C'est le cas d'une femme de République démocratique du Congo. Il faut dire que la violence sexuelle se passe dans tous les contextes de conflits armés. Il faut assumer qu'elle se passe dans tous les contextes de conflits armés. Seulement, le cas du Congo, c'est le cas le plus connu. Mais là, il y a une femme qui a été victime de violences sexuelles et qui a eu une fille. Et 10 ans après, le même photographe, et c'est de cette histoire, c'est de cela qu'il s'agit ce livre, cette femme avait assumé pleinement sa fille, et sa fille était sa raison de vivre, ou une de ses raisons de vivre. Ceci dit, c'est un cas. Après, comme tout, les ressources individuelles changent d'une personne à une autre, d'une femme à une autre, d'un homme à un autre. Les possibilités de rebondir, évidemment, dépendent aussi de la chance d'accéder à des coups de main, à des coups de pouce éventuels. On s'efforce, ça nous amène au problème de l'accès. Et le problème des violences sexuelles, c'est le problème de l'accès, parce que c'est une violation de droits qui est différente des autres, parce qu'elle est invisible, et parce qu'entourée de tabous, elle est underreported, elle n'est pas rapportée à tous les coups, ce qui nous amène à peu de monde, à avoir accès à peu de personnes qui sont victimes, et ça, en tout cas en ce qui concerne le Comité international de la Croix-Rouge, a déterminé tout un questionnement sur la manière d'accéder et d'adapter notre manière de travailler pour avoir accès au plus possible à ces victimes. C'est ce que je pourrais vous répondre. Brigitte Amar, pour répondre au docteur Brugière sur que deviennent ces femmes après. Michel Brugière, il sait bien mieux que nous les réponses, mais sa question est quand même très bonne. Non, je vais juste revenir plus sur une dimension effectivement qu'on retrouve dans beaucoup de cas, notamment en Bosnie et beaucoup au Congo. Ce sont les femmes qui arrivent à sublimer, j'utilise le terme sublimer, qui est celui de Cyrulnik et de tout ce qui est de la... résilience, merci, je ne retrouvais plus le terme. Voilà, et qu'on le voit beaucoup, ces femmes qui, au-delà du fait même de survivre, ce qui est déjà, dans certaines circonstances, incroyable, de surmonter, c'est-à-dire de reprendre une vie normale, celles qui vont trouver l'énergie dans le fait de s'engager. Et en Bosnie, c'est flagrant, il y a quasiment pas eu de procédure juridique, et il y a des femmes qui se battent encore aujourd'hui, ça ne fait finalement pas si longtemps, mais ce combat-là, c'est toute leur vie, elles lâcheront rien, et tant mieux, parce que c'est ce qui les fait vivre, et pourvu qu'elles y aboutissent, parce que sans doute le résultat les fera dépasser ça encore. Mais cette dimension de sublimation, elle me paraît... alors elle ne marche pas à tous les coups, c'est des personnalités un peu exceptionnelles, il faut bien le dire. Par contre, c'est vrai qu'on la retrouve très très régulièrement. Enfin, moi j'étais très impressionné par les femmes qui arrivaient à raconter leur histoire et à rebondir dessus et à s'impliquer régulièrement de l'entendre. Je crois qu'il y a un retour de... Oui, non, puisque tu parles de la Bosnie, c'est
Attends, on prend un micro pour Michel. Voilà. Non, puisque tu parles de la Bosnie, moi j'ai eu la chance d'être en Bosnie au moment où se posaient effectivement les grossesses, les grossesses de femmes musulmanes qui allaient bientôt accoucher. Et il y a eu à ce moment-là, à Sarajevo, une réunion des imams. Ils se sont réunis, 48 heures, et à la sortie, ils ont dit « ce sont les enfants de Dieu ». Ça a en partie, je pense, réglé le problème. Merci. Fanny Benedetti, peut-être. Et ensuite, Alain Chevalier-Ras. J'ai un peu perdu l'idée que j'avais en tête. Non, je pense qu'effectivement, il y a peut-être aussi, dans ce qui vient d'être dit, aussi le facteur, effectivement, de quelles femmes vont être un petit peu... vont recevoir ce petit coup de pouce, en fait. Après, vont être aidées d'une façon ou d'une autre au niveau local, par une organisation, par une association. Moi, j'ai eu l'occasion de parler, j'ai eu la chance de parler, par exemple, au docteur Mukwege, qui a été... donc, il parle d'abord de la réparation physique, en fait, des femmes. Donc, c'est la première étape, je pense, la réparation physique de la personne qui a subi des violences extrêmes, sexuelles. Et donc déjà, il y a ce cap-là. Et puis après, il y a la réparation morale, donc mentale, dans toute sa complexité. Et puis après, il y a aussi la question sur laquelle travaille beaucoup ONU Femmes, qui est une espèce d'autonomie. Ça peut être de projet de vie, en fait, et qui passe aussi par une certaine autonomie dans la vie, de se prendre en charge, et notamment l'aspect financier, l'aspect être capable de survivre et de faire aussi vivre sa famille. Dans certains cas, ce sont souvent des femmes qui se retrouvent seules. Donc il y a cet aspect de pouvoir trouver une activité économique. Ouais. Et l'impunité, bien sûr, de pouvoir surmonter ça. Ouais. Louis Guinamard, et puis ensuite Alain Chevalier-Ras. Je rebondis sur la remarque de Michel Brugière, où effectivement il a résumé deux points importants. On a assez peu parlé, je trouve, de la maternité, qui est pourtant évidemment centrale dans cette question, mais du coup effectivement souvent la question à long terme, c'est celle des enfants qui naissent des viols ou qui ont été traumatisés par le viol de leur mère, et que ça c'est un des gros sujets, je pense, sur lesquels il faut travailler aujourd'hui pour apprendre à l'accompagner. Alain Chevalier-Ras et ensuite Philippe Riffman. Merci. Alain Chevalier-Ras, donc journaliste. Je veux faire de peine à personne, mais d'avance, pardonnez-moi si je vous fais de la peine. Vous savez, j'ai vu des groupes de singes vivre en brousse. J'ai vu des groupes de singes vivre en brousse. Et j'ai compris que déjà, nous avions conservé cet instinct. Les femelles étaient au centre avec les petits, au centre du cercle, et les mâles étaient autour pour les protéger. Et donc la notion du mâle qui détient le privilège, si je puis dire, de la violence pour se défendre, c'est pas exclusif à l'être humain, c'est pas social, c'est animal. Pardon de dire ça. Et ça, vous allez voir jusqu'où ça va. Ces bandes de singes, par exemple chez les chimpanzés, sont organisées en véritables tribus. Et l'habitude, chez certains groupes, c'est d'aller chercher, de s'organiser, faire un raid pour aller chercher des femelles chez l'autre groupe de chimpanzés. Et là, c'est important, parce que vous comprenez que la femelle, pardon de dire femelle, mais je nous inclus dans ce règne animal, la femelle est considérée comme étant un butin de guerre. Et cela, vous en avez encore les traces dans le Talmud et dans le Coran. Alors, je ne vais pas vous réciter les versets, ça serait trop long. Bon, c'est pourquoi je crois que finalement, le plus gros problème, la véritable définition, la véritable problématique, ce n'est pas un problème d'égalité homme-femme, c'est un problème de rapport de force. Si les femmes, devant une femme qui ferait 150 kilos et un homme qui ferait ses 60 kilos tout mouillé, vous verriez lequel enverrait des claques à l'autre. Il y a des chances. Oui, c'est pour dire que c'est une question de rapport de force. Je ne veux pas être provocateur, simplement je dis ça. Et alors, ça m'amène à autre chose dont on ne parle pas.
hein. On parle beaucoup du viol des femmes, mais ici, en France, on viole des hommes, des jeunes hommes dans les prisons, et on s'en préoccupe pas, et on laisse faire, et tout le monde le sait. Alors, Vous avez une question ? Pour conclure, est-ce que finalement, la plus grosse chose à faire, la chose la plus importante à faire, ça ne serait pas plutôt de travailler à empêcher les guerres ? Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Il y a un problème en République centrafricaine. Hein, eh bien, les Nations Unies, pardonnez-moi, c'est votre maison, madame, les Nations Unies ont parlé d'envoyer 10 000 hommes supplémentaires, tenez-vous bien, en septembre. En septembre. Oh ben, ils ont le temps, pendant les vacances, ils pourront s'amuser. Hein. Alors, est-ce que ce n'est pas vraiment ça sur quoi il faut travailler ? Travailler à réduire le nombre de guerres. Merci pour cette réflexion toute personnelle. Philippe Riefmann. On va peut-être essayer de revenir au débat, et parce que aussi, il y a des considérations un peu générales. Finalement, on voit le problème que vous évoquez. Moi, je voulais revenir, ça a déjà été évoqué par Michel et par vous, sur 2 ou 3 points. C'est plus quelques remarques que des questions, mais des questions aussi. Par rapport à l'exemple qui citait en Bosnie, c'est malheureusement une exception. Parce que généralement, l'enfant, c'est l'enfant de l'ennemi. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de ces politiques, d'ailleurs, de viol systématique. C'est aussi pour ça. Et donc, vous l'évoquiez, madame, là, par rapport à des initiatives du CICR. Si on avait encore quelques minutes, là, moi, j'aimerais bien qu'effectivement, vous puissiez nous parler, au-delà des aspects médicaux et puis des aspects aussi psychologiques, des programmes des organisations humanitaires, effectivement, pour prendre en charge ces femmes. Parce que, on a eu plusieurs interventions de Médecins du Monde, mais il y a aussi une autre dimension. Moi, je vois un certain nombre d'organisations humanitaires avoir une approche qui est assez voisine de celle pour les enfants soldats. C'est-à-dire que ces femmes sont souvent rejetées par leur communauté. On a beau travailler avec les communautés, elles sont rejetées. Les enfants sont rejetés aussi. Et donc, par conséquent, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plus l'accent, même si ça commence à se faire, sur des programmes visant à les sortir de leur société, en fait, les réinsérer ailleurs, vous l'avez évoqué, leur donner des moyens de survie économique, parce que ces problèmes-là, on n'arrive pas à les résoudre localement. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une approche effectivement plus transversale là-dessus, comme on le fait d'ailleurs dans certains cas pour les enfants soldats, qu'on ne peut pas réinsérer directement dans leur société d'origine, parce qu'ils sont perçus par les populations comme des tueurs, comme des gens qui ont effectivement commis des exactions. Donc si on avait quelques instants pour pouvoir effectivement évoquer ça, avoir quelques exemples sur le panel et éventuellement la salle, parce que je pense qu'au-delà des questions que vous avez évoquées, juridiques, répression, c'est un élément tout à fait essentiel, même en termes de statut de réfugié. Par exemple, devant les juridictions France, devant la commission de recours en France, ce n'est pas systématiquement considéré comme étant effectivement un motif pour accorder l'asile. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments là-dessus